Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à Club Média 7. Club Média 7, le rendez-vous de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la télévision nationale, avec bien sûr deux confrères en plateau. Et pour l'exercice ce soir, je reçois deux habitués de cet exercice. Tanguy Agoy, journaliste à Canal 3 Bénin. Tanguy Agoy, bonsoir. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Et juste en face de vous, Modeste Aniwanou, journaliste, analyste politique et sportif. Modeste Aniwanou, bonsoir. Chers amis, bonsoir et bienvenue à chacun et à tous, comme on le dit véritablement dans notre jargon de communication. Merci à vous aussi. L'actualité de la semaine écoulée, vue, traitée et relayée par les journaux, le condensé, c'est avec Marcel Arossi et c'est dans la rubrique Revue Hebdo. Pour les législatives de 2023, le parti Les Démocrates exige que le scrutin soit inclusif, libre, transparent et apaisé. Et l'exécutif n'a pas tardé à répondre. On n'a pas besoin d'imposer la remise en liberté d'une tierce personne détenue dans une prison avant d'aller à une élection, a expliqué Wilfried Léandre Ngbeji avant de s'interroger dans les colonnes du quotidien Gaskiani Info. Est-ce que libérer quelqu'un qui est en prison pour une raison donnée est une condition pour aller à l'élection législative? Tout ce que nous faisons aujourd'hui et que les Béninois apprécient et veulent qu'on ait la paix, c'est faire en sorte que le processus soit ouvert à tout le monde. Wilfried Léandre Ngbeji. Nick le Krakanor, c'est une histoire. L'histoire d'un jeune condamné à être éternellement premier. Du moins, c'est ce que nous laisse voir Gaskiani. Un jeune à la répartie ductile et la passion écarlate quand il s'agit de parler Scrabble. Surtout de ce titre de champion du Bénin qu'il a remporté le dimanche 17 avril 2022. À l'heure de se raconter ce parcours exceptionnel, il n'utilise que 4 mots latins. Labor omnia veci improbus, pour dire qu'un travail opiniâtre vient à bout de tout. Mais le journal ne s'arrête pas sur ces mots qui pourraient tout résumer et quand bien même sa joie frénétique traduite dans une petite vidéo de seulement 5 secondes publiée sur la page Facebook de la Fédération béninoise de Scrabble se passe de tout commentaire. Gaskiani Info est allé loin pour nous raconter comment Nicanor a pu battre le président de sa fédération, Hervé Boni, un vétéran du jeu, avec ses 3 décennies de pratique du Scrabble. Une victoire presque davidique qui donne du panache et de la couleur au triomphe au goût du journal. Négociation salariale, des acquis mais aussi des désaccords. La montagne a accouché d'une souris selon Kassamampo, secrétaire général de la CSTB, rapporté par le journal Le Matinal. Le SMIC monte à 52 000 francs et l'événement précis affirme que Talon est préoccupé par la situation des enseignants. Mais ce SMIC aurait dû être doublé, triplé, voire quadruplé pour Anselme Amoussou de la CSA Bénin. On ne peut pas se contenter de cela, on ne peut pas s'en satisfaire non plus, mais c'est également ça le jeu des négociations, estime-t-il, dans Fraternité. Pour le grand regard, les syndicalistes sont déçus quand Patrice Talon est prudent et l'attente se prolonge encore pour les travailleurs. Mais avec la nation, on apprend qu'il y a eu des principes retenus pour l'augmentation des salaires. Patrice Talon ira-t-il jusqu'au bout? Interrogation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Depuis le 26 avril 2022, le média burkinabé Le Pays admet que le président Talon donne des signes que sa promesse ne relève pour le moment en tout cas ni d'une démagogie ni d'un bluff. En attendant de voir l'aboutissement des négociations engagées, l'on peut déjà saluer cette volonté politique affichée du président Talon d'apporter une bouffée d'oxygène à ses compatriotes. Après Fitch Ratings, l'agence Standard & Poor's dresse des lauriers à Patrice Talon. B+, avec perspective stable, peut-on lire dans l'événement précis. L'agence aurait salué les solides perspectives de croissance portées par les réformes ambitieuses du gouvernement malgré un contexte économique mondial dégradé. Même version tenue par Financial Afrique, la croissance devrait se maintenir à un niveau élevé à moyen terme et atteindre 6,3% en moyenne sur la période 2023-2025 en dépit de la guerre russo-ukrainienne dont l'exposition directe du Bénin est jugée limitée. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. La Nation, accès aux services essentiels de santé, le Bénin obtient 116 milliards de francs CFA d'appui. Le Matinal, mise en application du code de l'administration territoriale, le conseil de supervision de Boïcon divisé, l'arbitrage du préfet du Zou
attendu. Examen ou retrait de la proposition de loi sur leur pension. Les députés face à un choix cornélien. Le Soleil Bénin Info. Proposition de loi attribuant une pension de retraite aux anciens parlementaires. Talent gâte le marché des députés. Vif d'Afrique. Députés rémunérés après le Parlement. Changeant de priorité. Le Progrès. Conseil des ministres. 4 sociétés logées au régime privilégié du Code d'investissement. Merci à vous, Marcel Arossi, pour la revue de presse hebdomadaire qui plante le décor pour la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Tanguy Agoyi, en milieu de semaine, le chef de l'État a rencontré les confédérations syndicales. Au menu, la question actuelle, celle relative à la revalorisation salariale. Il a notamment mis le curseur sur les différentes modalités. Oui, merci Lénaïque. Il faut dire que cette rencontre était très attendue. Attendue vu le contexte socio-économique. Vous savez comment est-ce que les Béninois souffrent aujourd'hui pour se ravitailler dans le marché. Contexte politique aussi. Vous savez, on est en train de préparer la législative et ça a toujours un lien, le contexte socio-économique et politique. Donc c'était attendu, justement, au regard d'un certain nombre de facteurs. C'est toujours bien que dans un pays, quand il y a une situation qui se pose, que les gens s'asseyent et discutent et voient un peu dans quelles conditions on peut s'entendre. Surtout quand on voit un peu la polémique, la grille des salaires du personnel administratif recruté au profit des mairies, toute la polémique que cela a créé, il était de bon ton en tout cas que quelqu'un comme le chef de l'État, qui quand même est très représentatif au plan national, puisse porter, je dois dire, le débat autour des salaires. Donc tout cela réuni était donc, fait donc que, je dois dire, la rencontre était attendue. Alors ils ont défini les modalités, je crois que chacun y est allé de ses arguments. C'est normal qu'on puisse voir le gouvernement dans une attitude de bon, on n'en a pas beaucoup, il faut bien comprendre, il faut faire des sacrifices, etc. Il faut aller avec beaucoup de prudence, etc. Et que de l'autre côté, on ait en tout cas cette volonté d'avoir un peu plus gros que ce que l'on a. Quoi qu'il en soit, je crois que même si on n'a pas tellement l'impression que les gens se sont entendus, c'est déjà bien qu'il y ait quand même quelques pistes jetées ça et là, que ce soit de réflexion ou d'action, afin qu'on en arrive quand même à trouver un point d'entente qui soit une conclusion finale. Évidemment, quand on parle de discussions entre le chef de l'État et les syndicats, tout de suite, les gens, ce qu'ils brandissent, c'est le streaming monte à 52 000 francs CFA. On va y revenir. Voilà. Modeste Aniwanou, revalorisation salariale, oui, mais pour le chef de l'État, il faudra surtout privilégier les gains petits. Pensez également à l'amélioration de la pension des retraités, au recrutement des jeunes et à la modernisation de l'administration publique, entre autres. Je crois que le président de la République, dans sa volonté de permettre au quartier latin de l'Afrique d'atteindre cette dimension que nous avons toujours vue avec les autres pays, eh bien, que de voir rencontrer les centrales syndicales, j'allais dire les responsables syndicaux, pour leur expliquer un certain nombre de choses. Dans une démarche méthodique, il est allé, il est revenu, il a été véritablement un bon professeur. Je l'ai suivi du début de cette réunion, j'allais dire, de ce tête-à-tête jusqu'à la fin. C'est un président que j'ai vu qui a arboré un calme olympien. Vous savez, quand l'heure de la négociation sonne, il faut véritablement s'asseoir, apaiser les tensions, parler aux gens, les convaincre, leur dire exactement ce qui se passe pour que ceux-là puissent entendre raison. Bon, c'est vrai qu'au niveau des centrales syndicales... Il a toujours affiché ce calme olympien. Oui. C'est vrai que, certains responsables syndicaux, pour eux, ils attendaient gros. Mais on ne peut que agir, selon ce qu'on a dans la cagnotte. Ils attendaient gros. Tanguy Agoyi, à votre avis, le chef de l'État laisse-t-il les syndicalistes face à un choix cornélien? Est-ce qu'on peut parler de choix cornélien? Le choix, il est là. Quand celui qui doit vous donner vous dit « je n'en ai pas » ou « voici les conditions », il n'y a pas de choix cornélien. Je pense que parfois on ne fait pas justice, on ne rend pas justice aux travailleurs. Quand il s'agit des salaires politiques,
quand il s'agit des salaires de postes nominatifs, etc., il n'y a pas autant de polémiques et de négociations. Je ne sais pas pourquoi est-ce que quand il s'agit des travailleurs, elle est grande. Mais il faut tenir compte justement de cet aspect-là pour fixer le salaire des hommes politiques. Vous voyez un peu l'actualité parlementaire actuellement liée quand même à quelque chose dans ce sens aussi. Heureusement, le chef de l'État a trouvé que c'était indécent. On fera le débat. C'est vraiment indécent. Donc, je pense qu'on ne rend pas justice, on ne fait pas justice aux travailleurs quand délibérément, spontanément, sans réfléchir, on peut fixer unilatéralement des salaires de politiques sans sourciller. Et que quand il s'agit maintenant de travail, encore qu'on oublie que c'est eux qui produisent la richesse. En fait, les salaires sur lesquels on débat, c'est vous et moi, c'est nous qui cotisons. Donc, pour rémunérer les travailleurs, on ne va pas poser de conditions qu'on n'a pas posées justement aux acteurs politiques. C'est là où moi je trouve que, quelque part... Le chef de l'État ne dit pas non, mais le problème c'est que la manne financière doit être aussi consacrée à d'autres secteurs, Est-ce qu'on a fait des débats quand on a voulu fixer le salaire des hommes politiques ou le salaire de ceux qu'on a recrutés récemment? On n'a pas fait de débat, on n'a pas fait de conditions. Pourquoi est-ce que maintenant, quand il s'agit de travailleurs, on dit non, voici, la caillotte est maigre, elle est ceci, elle est cela, elle est chétive et tout, non. Moi, la décision, elle est lourde à prendre. Et le chef de l'État s'est aussi fait le porte-voix des enseignants aspirants, par exemple. Ah tiens, là, j'avoue que j'ai... je ne vais pas dire que j'ai souri, j'ai poussé un ouf de soulagement, dois-je dire, parce que j'avais pas l'impression qu'on remarque la galère de ces gens-là. Sérieusement. À chaque rentrée scolaire, depuis 4 ou 5 ans, où ça commence souvent en septembre, je vous assure, peut-être que mes souvenirs me trahissent, il n'y a pas cette année-là où ils ont eu un premier salaire avant le mois de janvier. Et quel salaire? Sur combien de temps? Donc c'est bien que le chef de l'État, je ne sais pas s'il avait l'information, bon, il a dit qu'il ne débat pas de tout en public, je ne sais pas s'il a l'information et qu'il n'en a pas débattu en public, mais c'est vraiment très bien que le chef de l'État en fasse une préoccupation aujourd'hui, qu'il s'y intéresse. Mais ça ne doit pas s'arrêter au mot. La suite de ses intentions, vous ne l'avez pas dévoilé. Il a dit comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut vraiment leur permettre d'avoir un salaire 12 mois sur 12 et laisser de côté, je dois dire, les autres corps de métier, ou faut-il les maintenir sur les 9 mois sur 12? La volonté politique, elle est là? Si c'est pour les paroles, la volonté politique est là. Mais nous voulons les actes. Nous voulons bien voir que dès que la rentrée commence, fin septembre, qu'ils ont leur premier salaire. Octobre, qu'ils ont leur salaire. Là, c'est la volonté politique. On peut comprendre qu'au moins pour les 9 mois sur les 12, ils ont en heure et temps indiqué leur salaire. Mais quand on n'a pas ça, et que c'est une réunion où on dit, écoutez, j'ai beaucoup de soucis pour vous, je me préoccupe de votre situation, etc. Bon. Modeste Aniwanou, la question des enseignants aspirants, le chef de l'État veut bien qu'ils soient payés 12 mois sur 12. Oui, forcément. Je crois que ce serait salutaire si eh bien, on abonde dans ce sens-là. Il faut permettre à ces gens-là aussi, eh bien, au moment des vacances, d'avoir quelque chose entre les mains. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en vacances? Quand on les paye 9 mois sur 12, les 3 mois qui restent là, ils vont manger quoi? Ils vont se débrouiller avec quoi pour joindre les deux bouts, comme on le dit dans notre jargon de communication? Je crois que le chef de l'État, en disant la dernière fois qu'il est préoccupé par cette situation-là aussi, a mis le doigt sur un problème qu'il faudra véritablement résoudre. Il faut trouver une solution à ce problème-là. Tanguy l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est des paroles eh bien, qui sont venues de la première autorité de la République. Je crois qu'il a cette situation eh bien, dans sa tête. Et il va falloir que l'on mette les bouchées doubles, c'est-à-dire que l'on prenne la décision qui s'impose. On a dit tout à l'heure qu'il faut les actes. Il faut forcément les actes. Tant qu'il n'y a pas d'actes et c'est des intentions qu'on annonce, eh bien, ça ne nous amènera nulle part. Il va falloir, moi, en tout cas, si j'étais à la place du président de la République, je ferais en sorte que ces enseignants aspirants, eh bien, qu'on leur paye les 12 mois sur les 12, histoire de leur permettre véritablement de se sentir heureux, parce qu'ils ont besoin aussi d'être heureux, comme tout autre travailleur, eh bien, qui évolue dans la fonction publique et qui gagne des salaires 12 mois sur 12. Tanguy Agoy, le SMIC aussi, qui est appelé à grimper, à passer de 40 000 à 52 000 francs CFA, avec l'instauration d'une assurance maladie. Oui, c'est un bon souhait. Je crois que depuis 91, 92, on a commencé à chanter ça. Bonnes conditions de travail aux travailleurs, l'assurance maladie, la protection sociale et tout. Et pourtant. Et moi, je veux avoir
je dois toutes mes pensées à tous ces travailleurs-là. Mon douanier Modeste est là, peut le témoigner aussi. Les travailleurs du privé, on n'en parle que très peu. Dans les conditions comment est-ce qu'ils travaillent, quel salaire ils ont, la régularité, etc. Très peu. Je ne veux même pas me focaliser sur notre profession. C'est un peu comment ça se passe. C'est le cordonnier qui est mal chaussé. Oui. Nous parlons des autres alors que nous vivons. Je dois dire, bon, il vaut mieux fermer cette page-là. Je crois fondamentalement que, et je l'ai dit tout à l'heure, les paroles sont belles. Elles sont bonnes à entendre. Moi, je veux des actes, en fait. Quel est le mécanisme qu'on met en place pour faire respecter justement ce que nous voulons faire? Il y aura d'autres rencontres? C'est sûr, je l'espère. Il ne faudrait pas que ce soit juste des rencontres pour des rencontres. Par exemple, rien que pour le SMIC. J'avais beaucoup de journaux titrés que le SMIC est monté à 52%, mais réécoutez les 52 000 francs CFA, mais réécoutez les propos. Ce n'est pas systématique. C'est à condition que la stabilité économique qu'on connaît actuellement à notre pays ne soit pas perturbée. C'est beaucoup de conditions. Et on a dit jusqu'à la fin de l'année qu'il faut attendre d'observer tout cela, avoir un tableau de bord qui indique tout au moins peut-être l'orange, sinon le vert, avant de décider. Donc on n'a même pas encore le... Nous ne perdons rien à être optimiste. Oui, mais on est resté optimiste depuis 1960. On n'a pas grand-chose qui a changé. Surtout pour les conditions des travailleurs. Surtout pour ça. Alors c'est un dossier qui préoccupe quand même le chef de l'État. Il a également pensé aux conducteurs, aux domestiques, aux autres agents de soutien. Tout à fait. Je crois que si on veut être juste, tout travailleur mérite salaire en fonction de l'effort qu'il fournit, en fonction de sa position, en fonction de son diplôme, en fonction de son expérience et tout et tout. Donc, on ne va pas défendre, c'est pas moi, l'agent fonctionnaire de l'État au perché là-bas, et ne pas penser peut-être à celle qui nous sert de l'eau à boire à la maison, qui est quand même un employé, qui mérite aussi des conditions et surtout du respect. Je crois que c'est très intéressant d'évoquer toutes ces catégories socio-professionnelles-là, mais c'est toujours important de veiller à ce que ce qui sera dit soit fait dans les actes. Je vais vous donner un exemple. Bon, j'avais fermé la page, mais je reviens. La convention collective des journalistes. On ne va pas singulariser le débat chez Tanguy Agoï. Non, mais c'est significatif. C'est évocateur du mal qui ronge justement la société béninoise. Chaque corps de métier a des problèmes profonds. Vous avez un corps de métier qui a une convention collective qui n'est nullement respectée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne fais pas du nombrilisme. Encore que je ne suis pas d'accord sur cette convention collective qui a fixé le minimum. Le débat aujourd'hui, ce n'est pas la convention collective au niveau de la presse. Je ne fais pas du nombrilisme. L'amélioration des conditions de vie de ceux-là qui sont au bas de l'échelle. Oui, c'est une bonne chose. Tanguy Agoï l'a dit tout à l'heure. Il faut que cela soit véritablement donc représenté par des actes républicains. Quelle est la loi aujourd'hui qui encadre ces gens-là, ceux qui sont au bas de l'échelle? Les domestiques, par exemple, qui sont des sujets qu'on gifle tout le temps, et on leur met des coups de pied dans les fesses pour les mettre les injures. Les jardiniers. Les jardiniers autres. Quelle est la loi? La loi de la République qui encadre véritablement la loi conductrice, qui encadre véritablement ces corps de métier. Il faut forcément que l'on retourne au Parlement, à l'Assemblée nationale, et qu'il y ait une loi qui soit votée dans ce sens-là, pour permettre à ce que l'on encadre véritablement tous ceux-là qui sont au bas de l'échelle, pour leur permettre aussi donc de se signaler dans la société. Le domestique, il est payé combien en République du Bénin? On ne lui paye même pas le SMIC. C'est 30 000, c'est 20 000, c'est 25 000. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec le président de la République qui est préoccupé aussi par la situation de ceux qui sont au bas de l'échelle. Mais celui à qui vous payez 52 000, comme on le dit là, 52 000 cosmiques, vous pensez que 52 000 peuvent suffire aussi à Cotonou quand vous avez un loyer dans lequel vous payez 25 000 à la fin du mois, vous payez l'eau et l'électricité? C'est déjà un pas. Je crois que c'est un pas. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est un pas qui est fait. Mais que l'on s'inscrive dans une autre dynamique, c'est-à-dire nous irons de façon graduelle pour permettre aux Béninois de vivre décemment, de vivre heureux aussi. Parce que, le SMIC, d'accord, mais il y a encore des à côté qu'il faut ajouter pour permettre à ces Béninois-là de se sentir véritablement au quartier de l'Afrique, au quartier latin de l'Afrique et chez eux. Tanguy Agoï, vous évoquiez tout à l'heure la proposition de loi relative à une certaine pension aux députés. Le chef de l'État a été catégorique. Il n'épouse pas cette décision.
Bon, c'est sa position. Oui. Je crois que tout homme normal devrait partager cette position-là. Moi, j'ai toujours été contre les salaires faramineux des acteurs politiques. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apportent, en fait? Vous avez un monsieur qui a un bureau climatisé, qui a la voiture à disposition, qui a du carburant, qui a tout à disposition et qui veut gonfler encore son salaire. Et mieux, il veut garder un salaire pour quand il ne sera plus en fonction. Vous voyez la profondeur du mal moral qui nous ronge. Et pendant ce temps, vous nous dites, celui qui fabrique la richesse, c'est-à-dire le petit travailleur d'à côté, le conducteur de ZM, etc., ou l'enseignant, les aspirants, vous dites qu'avant d'augmenter son salaire, qu'on fasse beaucoup de débats et qu'on mette beaucoup de si et de conditions. C'est là où je trouve qu'on a un problème en réalité. Surtout quand on sait que les députés, c'est nous qui les avons envoyés là-bas. En fait, ils doivent travailler pour nous, pas pour eux-mêmes. On a l'impression que quand ils vont là-bas, bon, c'est pour eux. Ils nous oublient. Et bon, plus ils sont là-bas et plus ils ont envie d'arranger leurs conditions, d'arranger leurs conditions de vie, etc., etc. Mais le travailleur ou le béninois lambda pour qui ils sont là-bas, on ne voit pas, on ne sent pas. Un exemple. Nous parlons de salaire, nous parlons de conditions de travail, mais la loi sur, je dois dire, le bail à usage domestique ne faut pas une préoccupation outre mesure. On a voté nos lois, on ne s'est même pas peiné pour réclamer, par exemple, les décrets d'application, réclamer les conditions d'application, veiller à ce que cela s'applique. Allez-y voir, hein. Les loyers, ils ont bondi. Hein. Les propriétaires disent, nous-mêmes, nous devrons envoyer nos femmes au marché. Les trucs ont doublé de prix, etc. On ne parle pas de ça. On parle de pension. Ce n'est même pas une pension. Parce qu'il y a une différence entre pension et ce qu'ils veulent faire, en fait. Une pension, c'est que vous aviez travaillé. Et c'est ce qu'a dit le chef de l'État. La fonction politique n'est pas un métier. Vous avez cotisé pendant un certain nombre d'années. Et quand vous décidez maintenant de vous retirer, on vous retourne de façon graduée et planifiée ce que vous avez cotisé. Mais là-bas, ce qu'ils réclament, ce n'est pas une pension, ça. C'est un salaire pour la retraite. Modeste Anyoanou, sur la même question. Non, mais vous savez que la politique en Afrique, c'est la voie la plus indiquée pour s'enrichir illicitement sur le dos des populations. Les gens viennent, sans justification, les gens viennent en politique pour s'enrichir. La donne est en train de changer. Oui, bon, la donnée change, d'accord. Eh bien, les donnes sont en train de changer, mais quand vous entendez ces députés qui pensent que, bon, il faut avoir un salaire ad vitam aeternam, est-ce que comment on appelle le titre de député qu'on a au niveau du Parlement, ça vous donne droit à un salaire que vous allez prendre tout le temps? Je n'ai pas compris. Et je me pose mille et une questions. C'est le député, ce n'est pas, comment on appelle, une fonction. Ce n'est pas une fonction. Est-ce que c'est une fonction? Je ne sais pas. C'est un devoir que vous rendez à la République. Et en son temps, la République vous rend les honneurs qu'il faut, les hommages qu'il faut. Et quand vous finissez, vous vous mettez ailleurs et vous vous occupez d'autre chose. Avant d'être député au Parlement, vous devez pouvoir avoir un métier. Vous devez pouvoir avoir un métier et quand vous quittez votre poste de député au Parlement, vous retournez à vos vieilles amours. C'est ça en principe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe au Bénin. Bon, c'est le pays qui innove véritablement, mais cette innovation-là, moi, je crois que ceux qui proposent ou ceux qui ont envie de proposer une loi dans ce sens, eh bien, sont en train de se tromper. Ils se trompent largement. Et justement, pour le chef de l'État, le cas des anciens patrons d'institutions, c'est un cas exceptionnel parce qu'ils incarnent une certaine image du pays. Oui, forcément. Au cas où cette proposition de loi prospérerait? Bon, encore que là, moi, j'ai quelques appréhensions. Ce n'est pas parce qu'on a dirigé une institution qu'il faut qu'à la fin, eh bien, que vous ayez forcément un salaire garanti. D'accord, on a dirigé une institution, on a permis à cette institution de jouer un rôle républicain. Et à la fin, on a forcément besoin aussi d'être récompensé, d'être soutenu. Vous savez que les anciens présidents de la République du Bénin ont un salaire, ce qui leur permet véritablement de continuer de vivre décemment. L'ancien président de la République continue de recevoir des gens, c'est lui. Le président d'une institution qui vient de passer doit aussi continuer forcément de recevoir des gens qui auront envie d'aller prendre conseil avec lui. Bon, je crois que si dans ce sens on abonde, eh bien que l'on fixe un salaire raisonnable pour permettre à ces présidents d'institutions de continuer de jouer le rôle qu'ils avaient en temps joué de façon officielle,
et bien aussi dans le privé. Moi, je crois qu'à ce niveau, il va falloir que l'on réfléchisse et qu'on trouve un juste milieu pour leur donner satisfaction. Mais quant à attribuer des salaires à ceux qui ont fini de jouer leur rôle au niveau du Parlement, moi, je crois que c'est une autre république que les gens sont en train de créer dans une autre république. Tanguy Agoy, trouver le juste milieu. Moi, je ne partage pas entièrement l'avis du chef de l'État. C'est vrai, servir en tant que président d'une institution, son pays, est une haute charge qu'on assume. Écoutez, vous savez qu'ailleurs, être ministre, député, président d'institution, vous n'avez aucun salaire. Renseignez-vous. Si nous sommes conscients que, en fait, c'est le travail qui fait grandir notre pays, travaillons, ayons un job, ayons une profession. Dès que le pays nous appelle, exerçons dignement, honnêtement et avec bonne foi notre pays. Quand on finit, on en finit. Si vous êtes un travailleur, c'est sûr que vous avez des cotisations déjà qui vous reviennent pour votre retraite, etc., etc. Vous savez, c'est vrai que c'est un privilège. Président de la République, président de l'Assemblée nationale, président, c'est un honneur. Moi, je pense qu'un salaire, ça va être injuste. Moi, c'est mon avis, ça va être injuste. Si quelqu'un travaille et que subsidiairement il a été nommé ou il a été élu à la tête d'une institution, tant mieux. Mais quand il aura fini, qu'il a fini, et on passe à autre chose. Enfin, ça c'est mon avis. Cherté de la vie, on en parle toujours. Le gouvernement a décidé d'entamer une tournée d'explication à travers le pays à compter du 5 mai prochain. Alors, malgré toutes les mesures de soutien, pourquoi cette démarche pédagogique et explicative? Pourquoi faut-il aller au contact des populations, Tanguy Agoy? J'ai envie de vous retourner la question parce que je ne suis pas membre du gouvernement. Ils se sont vus certainement à la fin d'un conclave pour se dire, écoute, il faut qu'on fasse passer le message. Peut-être certainement que le message n'est pas passé. Quand j'ai appris ça, j'ai touché celui qui est à côté de moi. Je lui ai demandé si on est toujours sous Talon ou sous Boni Yayi. C'est sous Boni Yayi qu'on a à tout va des campagnes d'information, de sensibilisation, d'information, etc. De quoi soulager les caisses publiques de quelques millions. Le contexte, il est bien particulier. Vous savez, il y a les chocs exogènes. Oui, mais avant, le contexte n'était pas particulier aussi. Chaque situation a ses caractéristiques, ses éléments qu'il particularise, etc. En quoi une campagne d'information devrait soulager la vie difficile que mène la population? Soyons sérieux. Si vous voulez informer les gens, je crois que les médias sont là suffisamment pour informer les gens si on veut les sensibiliser ou les informer. Les populations ne sont pas toujours au même niveau d'information. Une émission. Ah oui? Comment ça? Avec, à l'heure des réseaux sociaux, mais tout le monde n'a pas un portable Android. À l'heure de l'information tout le temps, à l'heure de la radio, à l'heure de la télévision, on ne peut pas dire que les gens ne sont pas informés. Encore que, celui qui est appelé à discuter avec la population, ce n'est pas le gouvernement, c'est le Parlement. Il faut aller expliquer au Parlement ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les mesures n'ont pas les effets? Mais une tournée, en quoi est-ce que ça va amoindrir, soulager les peines des populations? Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on quitte les paroles et qu'on passe aux actes et que la population béninoise sente véritablement dans son quotidien qu'il y a des choses qui se décident, des mesures qui se prennent et qui se font sentir dans ce qu'il vit au quotidien. Tant qu'une tournée ne va pas influencer autre mesure, la mesure de Gary qui est entre 250 et 300 actuellement, pour les endroits où c'est moins cher, tant que ça ne va pas influencer ça, je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est pertinent. À quoi ça sert à quelqu'un de vous accueillir chez lui? C'est pas moi à Zobodomé ou c'est pas où. Il faudra quand même expliquer aux populations que nous vivons les conséquences de la pandémie de Covid-19, les conséquences du conflit russo-ukrainien. Il faudrait mettre le curseur sur ces différents aspects de fond en comble. D'accord. Dès qu'il a compris, ça le soulage? Ça lui permet de mieux comprendre la situation. Modeste Aniwanou? Non, je suis tout à fait d'accord avec Tanguy Agoy. Je ne vois pas l'utilité d'une tournée explicative pour dire quoi que ce soit. Il y a déjà des médias qui sont répartis un peu partout sur le territoire national, des radios rurales, il y en a suffisamment. On a vu, notre ami faire le tour du Bénin. On l'a vu à plusieurs reprises s'exprimer sur la situation, dire exactement ce qui se passe. Maintenant,
eh bien, est-ce que si cette situation que l'on vit sur le plan mondial explique ce qui se passe en République du Bénin, où le gouvernement fixe des prix, mais pourtant les gens continuent de pratiquer, eh bien, les prix qui ont été décriés. Le ciment, on a dit que ça doit coûter 76 000, si je ne m'abuse, mais quand vous allez sur certains sites, vous vous rendez compte que le prix du ciment n'a pas baissé. D'accord. Il faut des actions hardies, eh bien, pour décourager ces façons de faire-là. Je suis tout à fait d'accord. Mais une tournée explicative ne va pas soulager les peines des Béninois. Non, ça ne va pas soulager les peines. D'accord, il va écouter et entendre les raisons pour lesquelles cela se passe comme ça. Mais finalement, s'il n'a pas les moyens, eh bien, il restera tel qu'il est. C'est ça en définitive, puisque dans cette tournée explicative, le gouvernement ne va pas transporter un coffre-fort duquel il faut puiser de l'argent pour remettre à celui qui viendra suivre ces explications-là, pour que quand il va rentrer à la maison, eh bien, qu'il ait de la substance pour véritablement survivre. C'est ça aussi la grosse interrogation. Mais puisque ce sont les dirigeants, eh bien, qui décident de ce qu'il faut faire pour que la République, eh bien, se sente à l'aise. Vous ne pensiez pas que ça puisse améliorer, corriger un peu les perceptions de la situation actuelle? Bon, c'est ce qu'on peut penser. On peut véritablement penser que ça va soulager le temps que, eh bien, le monsieur quitte et qu'il rentre chez lui. Ça va peut-être soulager le temps qu'il écoute et qu'il rentre chez lui. Si chez lui, il n'a pas encore, eh bien, une mesure de guérilla à délayer, il va suivre les informations, ça va le soulager un tout petit peu, mais quand il rentre dedans et constate que, bon, le bol qui en temps était bien rempli et qui lui permettait de remplir, eh bien, ce qu'il a devant, eh bien, ce bol-là est désespérément vide, il reviendra dans l'ancien sentiment qu'on lui avait connu. Voilà, c'est ça. Moi, je crois que les radios rurales que nous avons un peu partout, les médias comme, eh bien, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, qui est notre média véritable que nous aimons, les chaînes de télévision privées peuvent aussi jouer ce rôle-là, avec le porte-parole du gouvernement qui véritablement, quand il est à l'œuvre, il dit exactement comment cela se passe, et bien le relais sera fait aussi par ceux qui sont chargés de porter les nouvelles, eh bien, en direction des populations. Mais il va falloir aussi que les députés au Parlement jouent leur partition, puisque eux-mêmes, ils ont le rôle explicatif de ce qui se passe au niveau, eh bien, donc, de l'exécutif. Je crois que si chacun joue sa partition, eh bien, les Béninois seront servis et seront véritablement, eh bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous avons telle et telle situation, et sauront comment prendre les dispositions, eh bien, pour véritablement se suffire. Mais ça va être difficile. Si vous n'avez pas les moyens, eh bien, entre vos mains, vous avez beau réfléchir, vous n'aurez pas la solution. Tanguy Agoy, on va évoquer à présent les performances économiques du Bénin. Le Bénin qui tient, malgré tout, une économie résiliente, saluée à l'international. Le pays a maintenu la notation B+, toujours de la part de l'agence Standard & Poor's. Oui, je n'ai pas dit que je suis embarrassé, je me pose des questions. Vous voyez, on parle des conditions difficiles, on parle du contexte économique compliqué qui appelle des mesures qui n'ont pas été efficacement appliquées, dont on n'a pas les effets directement dans l'assiette de la population. Et on a décidé donc d'aller faire une tournée d'explication. Et de l'autre, on a un autre tableau qui nous dit, écoutez, on a quand même une économie qui c'est une vue de l'extérieur qui repose sur des agrégats macroéconomiques. Et qui certainement n'a rien à voir alors avec ce que nous vivons. S'il y a une tournée pour expliquer pourquoi est-ce que les choses continuent d'être chères, et qu'il y a sur un autre tableau une perception qui montre que les choses sont très bien, en bon état et en bonne route, je crois que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas précis et qui n'est pas vrai. Mais je ne vais pas faire la fine bouche. Si l'étranger me voit tout beau et tout mignon, même si mon ventre creuse et me fait mal, je vais pas cracher là-dessus. C'est bien de nous voir tout beau et bien maquillés. Je crois que même dans la revue de presse tout à l'heure, j'ai entendu qu'on a dit les perspectives. Ça veut dire que la situation actuelle n'est pas si heureuse que ça. Et que la tendance que nous avons là pourrait, si elle était maintenue, nous amener à un point B qui serait mieux que le point A que nous avons quitté. Si c'est des promesses, si c'est des perspectives heureuses, bon, il paraît que quand on vit d'espoir, qu'on ne met pas de chagrin. Bon, on va garder l'espoir. Modeste Aniwanou, le Bénin qui maintient la notation B+, avec perspective stable. Moi, je ne sais pas quelles sont les données qui rentrent en ligne de compte pour que ces gens-là à l'étranger, eh bien, nous miroitent. C'est pas la première agence. Bon, c'est bien qu'on nous miroite ces genres de situations, mais il faut que cela ait un effet positif sur la vie quotidienne que les Béninois mènent.
si tant est qu'on nous miroite des choses, c'est-à-dire je suis bien habillé, on me voit bien passer dehors, je suis bien habillé, mais dedans je n'ai rien à mettre dans le ventre, dedans c'est la misère tonitruante qui règne, eh bien je crois qu'il y a lieu de se poser 1001 questions. Bon, les institutions de l'étranger ont certainement des données qui leur permettent véritablement de faire des projections. Moi, j'estime que c'est une projection, c'est-à-dire c'est une situation en devenir. Mais quand on est fixe sur cette situation-là et que nous, Béninois, nous constatons qu'il y a des difficultés sur place, nous avons du mal à accepter ce que ces institutions financières disent sur la situation financière que traverse notre pays, sur la situation financière que vit notre pays, le Bénin et pourquoi pas le quartier latin de l'Afrique. N'est-ce pas une manière pour ces institutions de reconnaître, de saluer l'effort, les réformes impulsées par l'exécutif au Bénin? C'est eux ou elles, vous appelez l'institution, il y a qu'elles qui puissent dire ce qu'elles visent et quel est l'objectif final. Moi, je vis au Bénin. Je dis, par rapport à ce qu'ils disent et par rapport à ce que je vois, j'entends, je vis moi-même au quotidien, il y a un fort décalage. Maintenant, j'ai un problème aussi avec les normes internationales en réalité. On ne peut pas mesurer la capacité d'intelligence de l'éléphant à celle d'un poisson sur une terre ferme ou face à un tableau. Parce que ce n'est pas deux espèces, enfin, c'est pas deux animaux de même espèce. On ne peut pas établir des normes, comme ils disent, qu'on applique à tout le monde et à tout va. Ça va toujours donner des résultats qui vont surprendre, comme je suis surpris, surprendre ceux à qui on les a appliqués. Eux, ils sont dans des contextes certainement qu'ils vivent. Ils ont des données qu'ils ont collectées, ils ont des réalités qu'ils vivent. Nous, on a nos réalités qu'on vit aussi. Et on a des considérations qui ne sont pas les leurs. Parce qu'en réalité, quand vous êtes sous les tropiques, vos perceptions par rapport à la question du bien-être social, à la question du bonheur, à la question de vivre ensemble, etc., ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Parce que vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même perception, vous n'avez pas la même éducation, etc. Donc, on ne peut pas dire que quand on est à Washington, on voit les mêmes choses que quand on est à Ladji ou à Cotonou. C'est pas possible. Là, si vous sortez les questions c'est les normes internationales au pêcheur de Ladji, il comprendra rien. Même vous pouvez faire 1001 quand on parle de perspective, oui. Il faut espérer. Il y a bien une base qui est là, qui vous permet justement d'espérer. C'est pourquoi j'ai dit gardons l'espoir, je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va se nourrir d'espoir pourvu qu'on ne tombe pas en syncope. Et nous allons nous nourrir d'espoir. Avant d'atteindre le paradis promis. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de nos frontières. C'est dans la rubrique Interactu. Modeste Aniwanou, une centaine de terroristes ont été neutralisés grâce à une opération militaire conjointement menée par les armées du Burkina Faso et du Niger. Personnellement, j'ai du mal à comprendre ce que nous appelons djihadistes là. Je ne sais pas d'où est venu ce mot qui suscite si tant de peur. Je ne sais pas ce que ces gens-là veulent. Ils veulent quoi en définitive? Ils sont à la recherche de quoi? Quel est le but fondamental que ces gens-là visent? Qu'est-ce que le Bénin produit? C'est-à-dire, nous avons quelle richesse sous le sous-sol béninois? Nous parlons du cas nigérien et burkinabé. Ah, le cas nigérien et burkinabé. Voilà. L'opération Tanli 3. Oui. Bon, je crois que ces deux pays sahéliens ont pris des mesures pour véritablement endiguer ce mal. C'est un mal qui écume l'Afrique et qui certainement ne finira pas de sitôt. Parce qu'on a laissé certains qui véritablement n'avaient pas de quoi se nourrir aller se greffer derrière le dos de ces gens que nous appelons djihadistes. C'est là la grosse interrogation. C'est-à-dire lorsque vous êtes des désœuvrés et que ces gens-là viennent vous proposer des dollars que vous allez prendre à la fin du mois, il y a des raisons substantielles qui justifient ce comportement que nous notons. Maintenant, quant à les mesures militaires qui ont été prises conjointement par le Niger, le Burkina Faso, eh bien pour neutraliser ces djihadistes, nous ne pouvons que les saluer. L'essentiel est que les paisibles populations de ces deux pays-là vivent en paix et que la situation que nous avons connue eh bien, en ces années-là, avec ces présidents que nous connaissons, Sangoulé Lamizana, eh bien, du côté du Burkina Faso,
Et au Niger, on a connu aussi des présidents qui ont gouverné ce pays dans la quiétude. Et si les populations peuvent retourner dans ces quiétudes-là, ce sera salutaire pour les pays africains. Tanguy Agoy, une mutualisation des moyens et des efforts afin de venir à bout de ce phénomène transfrontalier qu'est le terrorisme. Oui, mes propos seront en deux temps. Premier temps, est-ce que vous aviez remarqué que depuis que le Mali a quelques mésententes avec la France, qu'il y a une efficacité des armées sahéliennes là contre le terrorisme? C'est parce que vous aviez remarqué. Il y a désormais que de plus en plus, on détruit les terroristes, on les tue, etc., on les déloge, etc. De sorte à ce que, on est bien surpris qu'il y ait ce hasard-là et cette coïncidence-là. On a vu les attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu la suite. Et bien avant ça, le Burkina Faso a été frappé plusieurs fois, personne n'a été neutralisé. Au Niger, on a massacré près d'une vingtaine, une cinquantaine, je ne sais plus trop quel est le chiffre précis, 2 militaires nigériens. Rien ne s'est passé. Mais depuis que le Mali a commencé, depuis que la Centrafrique a commencé à avoir quelques soucis de compréhension avec la France, il y a une sorte d'efficacité désormais de ces armées-là, notamment le Niger et le Burkina Faso. Faites toujours attention, c'est toujours le Niger et le Burkina Faso et dans une moindre mesure le Bénin. Ces trois pays visés par la France qui veut installer ces bases militaires qu'on a demandé de déménager. Moi, je fais un rapprochement de faits. Je fais un rapprochement de propos. J'ai constaté aussi que les armées sont efficaces dès lors qu'on annonce une action ou deux dans les trois pays que je viens de citer. Quand il y a attentat, quand les djihadistes frappent soit au Bénin, soit au Niger, soit au Burkina, il y a toujours que dans la semaine, les armées réagissent et toujours tuent soit 20, soit 30, soit 50 terroristes dont on n'a jamais les images, les photos. Vous me rappelez ce communiqué de l'état-major général de la France par rapport à des djihadistes qu'on a tués un peu aux frontières burkinabé, nigérien. C'est une coïncidence qui, moi, me fait sourire. Mais je veux bien qu'elle continue cette coïncidence parce que nous avons besoin de quiétude. Nous avons besoin fondamentalement de sécurité pour faire prospérer nos économies qui sont suffisamment fragiles. Vous voyez combien le gouvernement béninois met le tourisme pour en faire un facteur de développement. Si on a ce climat d'insécurité, on n'aura rien, en dépit des efforts qui se feront. C'est pourquoi je pense que les Occidentaux ne veulent pas nous aider, ou sont injustes, ou font semblant de nous aider. Voyez la réaction de la communauté internationale quand la Russie a envahi l'Ukraine. Ils ont cotisé de l'argent pour envoyer l'Ukraine. Ils n'ont pas installé des bases militaires, ils ont cotisé pour envoyer de l'argent à l'Ukraine. Ils ont envoyé de l'armement à l'Ukraine, ils ont envoyé des armes, ils ont même promis, je crois que ce matin, j'ai encore suivi le président américain qui promettait encore au BITFABI que les États-Unis vont appuyer l'Ukraine en matière d'armes. Revenons à nos moutons. Pourquoi chez nous, on veut installer des bases plutôt que de nous donner des armes, entraîner nos militaires afin qu'ils aient, je dois dire, de quoi répondre efficacement à ces attaques-là. J'ai été interpellé avant-hier par une amie, comme ça je dois dire, qui est épouse d'un policier qui était choqué par l'agression qu'il y a eu à Karimama tout récemment. Vous savez qu'il y a un policier qui a perdu sa vie. Et elle disait, mais avec quoi nos maris peuvent se défendre quand ces gens-là les agressent? Il faut bien qu'on les équipe. Le gouvernement fait des efforts quand même. Oui, mais ce que je demande, c'est au-delà de l'effort que le gouvernement fait. Si la France veut nous aider, si les États-Unis veulent nous aider à lutter contre le terrorisme, écoutez, qu'ils nous équipent beaucoup mieux que d'implanter des bases militaires. On vous aura compris, Modeste Aniwanou, élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Finalement, l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé, est-on tenté de dire. Didier Drogba a été battu déjà au premier tour. Oui. Vous, analyste sportif. Bon, je crois que, pour se hisser à la tête d'une fédération de football, il faut se réveiller très tôt. On ne vient pas au dernier moment, pour boucher les données qu'il y avait là. Samuel Eto'o, certainement, a été soutenu par certains
camerounais, au rang desquels figure Joseph-Antoine Bell, qui a eu la gueule fracassée à plusieurs reprises quand il a tenté de prendre la tête de cette fédération camerounaise de football. Il a été soutenu par Roger Mila. Alors de l'autre côté, Didier Drogba a été soutenu par qui? Est-ce qu'il y a eu ses anciens camarades qui se sont jetés dans la rivière comme lui pour nager véritablement et atteindre l'autre côté de la rive? C'est là la grosse interrogation. Je dis que Didier Drogba a encore du chemin à faire pour prendre la tête de la Fédération ivoirienne de football, même si en temps il a été aidé par son ami président de la Fédération internationale de football. Lui, je lui en veux suffisamment. Et je crois que j'aurai l'occasion de m'exprimer sur un plateau de sport pour lui dire ce que je pense par rapport à sa politique expansionniste. Et quelles ont été les chances de Yacine Idriss Diallo? Écoutez, c'est quelqu'un qui maîtrise les données sur le terrain. Ce ne sont pas les anciens joueurs, encore moins les nouveaux, qui sont allés dans les urnes pour voter pour les candidats au poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont les connaisseurs, c'est-à-dire les présidents de club. Donc il va falloir aller discuter ces présidents de club-là au préalable, recueillir leur avis favorable avant de postuler et être candidat pour le poste de président de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Donc, si Didier Drogba, en son temps, n'avait pas joué cette partition, tenez-vous tranquille, ne peut que passer à côté de l'essentiel. C'est ça. Tanguy Agoy, comment expliquer cette débâcle, j'y arrive, de Didier Drogba, malgré le soutien de toute cette compilation de stars, d'acteurs du showbiz, de web activistes? Je crois qu'il y a eu plus de bruit que de travail concret, honnêtement. Je crois qu'il n'y a pas eu, dans le fond, je dois dire, un travail, un lobbying véritable vers les acteurs eux-mêmes, ceux qui doivent voter en réalité. J'ai vu dans les récriminations certains des anciens coéquipiers de Didier Drogba dire « Nous n'avons même pas été informés qu'il voulait être candidat, c'est à la télévision que moi j'ai... » Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'était senti exclu, pas considéré, donc ne peuvent pas apporter justement le petit effort qui vous fasse avoir la victoire qu'il faut. Je pense néanmoins que ce n'est pas un échec total. Parce que vous avez vu, c'est la première fois, bon, je parle sous le contrôle de mon douanier Modeste Aliouaou, lui qui est plus à même à informer des questions de sport et de football que moi. Je crois que c'est la première fois qu'une élection en Côte d'Ivoire mobilise à la fois ardeur, mais aussi programme pertinent promis au football ivoirien. Donc c'est déjà un travail de fond qu'a apporté, même s'il a échoué après, Didier Drogba. J'ai lu une belle analyse que j'ai d'ailleurs partagée sur ma page Facebook d'un ami, un Béninois, qui a fait un lien entre l'échec de Didier Drogba et, je dois dire, la physionomie sociopolitique de la Côte d'Ivoire actuellement. Didier Drogba, vous avez vu ses prises de position pendant que Gbagbo était au pouvoir et qu'il y avait cette crise, les considérations socio-ethniques, la crise politique et tout. Je crois que ça a eu un poids dans ce processus d'élection qui a vu l'échec donc de Didier Drogba. Moi, je ne vais pas me lamenter. Un échec, c'est toujours une occasion reportée de remporter. C'est donc une victoire reportée. Ouais. Dernière escale de cette émission, les potins de la toile. Les potins de la toile s'intéressent au chou gras des internautes et cette semaine, c'est le décès de la doyenne de l'humanité qui a alimenté les discussions sur la toile. Kan Tanaka est décédé à l'âge de 119 ans, Tanguy Agoy. La doyenne de l'humanité, bon, on va dire repos à son âme. C'est vrai que sa situation, ou disons sa longévité, devrait retenir, au-delà même des questions de record, devrait retenir un peu l'attention à cause justement, je dois dire, de la qualité de vie que nous menons et surtout de, comment je peux dire, du rétrécissement de la durée de vie de l'homme sur Terre. Et c'est là le paradoxe. Vous voyez tout le travail que l'humain fait. Tout le travail scientifique, d'innovation, de création, etc. pour s'entourer de bonnes conditions de vie et pourtant nous vivons de moins en moins longtemps sur Terre. C'est quand même une curiosité. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait encore avoir son âge avant de mourir. Modeste Aliouaou, la doyenne de l'humanité qui a tiré sa révérence. Bon, je crois qu'elle a vécu.
Elle a véritablement vécu et allez voir son alimentation, allez voir ce à quoi elle s'est donnée dans la vie. Vous devez vous rendre compte véritablement que c'est quelqu'un qui a eu une vie parfaite. Ça, c'est ce qu'il faut souligner. Et c'est désormais une Française qui prend le relais, une sœur religieuse, André. Elle est âgée de 118 ans. Oui. Bon, c'est vrai que les conditions dans lesquelles vous vivez là, ces conditions comptent beaucoup. Vous voyez comment nous travaillons en Afrique, il n'y a pas de repos. Oui. Quand c'est comme ça, là, c'est un matin que vous cassez la pipe. Et bon, les gens... Le record de longévité de Jeanne Calmente n'a pas encore été battu. Oui. La Française. Oui, elle est décédée à 122 ans, voilà, en 1997. 122, 120, bon, 122. Au-delà de 120 ans quand même. Oui, je crois que, ça fait quand même une singularité. Hein. Maintenant, je ne sais pas sur quoi il faut peut-être travailler pour faire vivre l'homme le plus longtemps possible sur Terre. Est-ce que la politique... Enfin, fort heureusement, ils parlent de normes internationales, ils n'ont pas encore établi qui nous permettent de vivre longtemps. Je ne sais pas si... véritablement, c'est uniquement les conditions de vie qui font ça. Il doit y avoir d'autres paramètres. Oui, forcément. Je crois le plateau technique médical, peut-être dans une certaine mesure aussi, la croyance religieuse. J'ai vu un peu ces personnes dont on parle et qui gardent... Il y a l'alimentation, l'exercice physique, l'exercice physique, oui. Il y a aussi l'activité spirituelle aussi qui, me semble, doit avoir quand même un effet. Il y a beaucoup de centenaires au Japon, justement. Vous savez que le Japon est très spirituel. Voilà. Et c'est sur cette note de spiritualité que prend fin Club Média 7 de ce jour. J'ai reçu en plateau Modeste Aniwanou, journaliste, analyste politique et sportif. Merci à vous. Merci également à vous aussi. Et Tanguy Agoyi, journaliste à Canal 3. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait le tour d'horizon de l'actualité avec nous. C'est un profond plaisir. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de Club Média 7. Club Média 7, c'est tous les dimanches à partir de 18h sur la télévision nationale. La rediffusion les mardis à 22h30. Merci, portez-vous bien.